installez-vous bien. Prenez un thé ou deux, ou tout ce que vous buvez. Prenez un tricot si vous tricotez, ou une broderie, ou une couture à la main. Je pense que ça va durer longtemps. Clairement. Bonjour, je suis Anne, Anniva sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. En général, sur ma chaîne, je parle tricot, couture, lecture aussi depuis 1 ou 2 ans. Je choisis en fait, je parle de quelques-uns des livres que j'ai aimés, puisque je lis quand même beaucoup. Et depuis quelques mois, je fais des vlogs et je vous ai demandé, dernier vlog, si ça pouvait vous intéresser que je vous parle aussi des livres que je n'ai pas vraiment aimés. Et toutes les personnes qui m'ont répondu m'ont dit oui, ça m'intéresse. Et ben voilà, un long épisode pour vous parler de mes lectures de février. En fait, en 2020, pour la première fois, j'ai fait la liste des livres que j'ai pu lire pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, j'ai compté, j'ai dit ouh, plus de 100 livres quand même. J'aurais jamais imaginé que je lisais autant. Et donc j'ai décidé de continuer en 2021, mais sous une forme un peu différente. En fait, en 2020, bon, c'est pas très intéressant, mais je les écrivais sur mon bullet journal, au début avec une petite ligne, une petite phrase pour dire si j'avais aimé ou pas. Et puis en fait, à partir de juin, je crois, j'ai arrêté de faire cette petite ligne et puis j'ai juste écrit les titres les uns après les autres parce que voilà, il y en avait beaucoup. Et ça prenait en fait un peu trop de place dans mon bullet journal. Donc là, cette année, j'ai une petite place chaque mois dans mon bullet journal pour voir le nombre de livres que je lis. Mais là, il y a juste le titre et l'auteur. Et j'ai pris un petit carnet où là, par contre, j'en écris un peu plus, quoi. J'écris quelques lignes sur le livre pour me rappeler si j'ai aimé ou pas et qu'est-ce que j'ai aimé ou pas. Et au mois de février, là on est le 24 février. Et donc là j'ai lu déjà 1, 2, 16 livres. Le 17e que je suis en train de lire ne sera pas fini d'ici dimanche soir, ou là vraiment juste fini. Je vais pas vous en parler, je préfère filmer un peu plus tôt. Et puis ma foi, j'aurai un autre livre à vous présenter en mars. Parce que donc voilà, j'ai décidé de une fois par mois voir avec vous tous les livres que j'ai lus et vous en parler un peu. Alors le problème c'est que comme je suis une très grande bavarde, ça risque d'être long. Surtout avec 16 livres. Alors l'avantage c'est que je dis 16 livres, mais il y a des sagas. Il y en a... celui-là, il y en a 3. Celui-là, en fait, il y en a 2. Il y en a 2 aussi. Là, il y en a 4 là. Donc, en fait, je ne vais pas vous parler tant de ça. Enfin, voilà, vous n'allez pas avoir plein de livres. Vous en allez avoir beaucoup, quand même. Mais, voilà, les 3 premiers, par exemple, qui sont une saga, je ne vais pas vous les diviser. Je vais vous parler de la saga dans son intégralité. Donc cette saga-là, c'est La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Alors le premier tome, c'est La Villa aux étoffes. Le deuxième, c'est les filles de la Villa aux étoffes, de mémoire. Et le troisième, ça doit être L'héritage de la Villa aux étoffes. Je les ai lus sur ma Kindle. Et donc en fait, je les avais lus parce que Sarah du compte YouTube Mrs Boucamande en avait pas mal parlé et oui, on voyait que ça lui plaisait. Ça parlait, c'était histoire de famille dans l'Allemagne avant et après la Première Guerre mondiale. Et je me suis dit qu'en effet, ça pouvait être super intéressant. Et oui, alors,
je suis... J'ai aimé lire ce livre. L'écriture est vraiment sympa, pas prise de tête, rien du tout. On peut diviser vraiment en deux grandes parties. La première partie, il y a toute une partie romance et une partie plus historique. Et ben moi j'aurais aimé qu'il y ait moins de romance, ou en tout cas que cette romance soit plus vraisemblable. Voilà. Et donc moins de romance, plus vraisemblable et beaucoup plus d'histoire. Anne Jacobs est une Allemande, donc elle parle de son pays, et c'est une partie de l'histoire allemande qu'on ne connaît pas vraiment, ou qu'on ne voit qu'en opposition avec la France. Je veux dire, quand on parle de la Première Guerre mondiale là, j'aurais tellement aimé en savoir plus. Bien plus sur comment il la vivait, et là c'est... je veux dire, on voit que c'est pas ça qui l'intéresse, quoi. C'est les histoires, c'est les histoires de cœur de toutes les filles de la Villa aux Étoffes. Et dame, moi j'aurais aimé en savoir plus, un peu plus sur l'histoire. Et c'est encore plus vrai sur la troisième partie. J'aurais adoré en savoir plus sur tous les problèmes qu'a eu l'Allemagne au début des années 20. Ils ont eu une république qui posait un peu problème. Il y a eu une récession extrêmement importante où on laissait... Vous avez peut-être vu cette photo-là. On voit des enfants qui font des constructions avec des billets de banque, des liasses de billets de banque. L'argent ne valait tellement plus rien que les billets de banque servaient aux enfants pour jouer. J'avais vu des timbres, c'était un de mes arrière-grands-pères qui avait gardé des timbres, et en fait les timbres on réimprimait dessus, quoi. Ils valaient tellement plus rien. Pour envoyer une pauvre lettre, il fallait, je sais pas, un timbre d'1 million de marques, et je rigole pas, hein, c'était vraiment 1 million de marques, et en fait c'était réimprimé sur celui qui valait 10 000 marques, et ça, toute cette partie là, on la voit pas. Donc voilà, ça c'est déjà ce que j'ai pas trop aimé, mais j'aurais aimé vraiment qu'on parle plus d'histoire et donc moins de romance. Alors la Villa aux Étoffes, c'est une maison bourgeoise, donc de l'Allemagne du début du XXe siècle, qui appartient à une famille qui a également une filature. L'histoire commence le jour où, 1912 de mémoire, une jeune femme arrive une jeune fille arrive comme nouvelle fille de cuisine. Et on va assez rapidement voir qu'elle a des liens qu'elle ne soupçonnait pas avec cette famille. Et il va y avoir toute une histoire avec le fils de famille. On va aussi voir les deux filles de la famille qui, petite vingtaine, donc voilà, la chasse au mari, si vous me permettez l'expression. Et il y a du Downton Abbey là-dedans, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, et c'est là où moi j'ai un problème avec cette romance qui n'est pas vraisemblable, à l'époque, le fils de famille qui s'intéressait à la fille de cuisine, il aurait coincé la fille de cuisine dans un coin, il aurait fait sa petite affaire, et puis voilà. Vous n'imaginez pas dans Downton Abbey la petite Daisy qui finit avec Matthew. C'est juste pas possible. Et je sais même pas pourquoi le chat miaule là. Voilà, c'est pas possible. Alors après, dans le troisième, il y a un peu la problématique des femmes qui ont envie de travailler, qui est pas inintéressante, mais qui, à mon avis, est assez mal arrivée juste à ce moment-là de l'histoire. On est en récession quand même. Ou alors justement, c'est ça, moi de ce que je me rappelle de mes cours, il y a eu une récession extrêmement importante au début des années 20, et là tout d'un coup on a l'impression que l'argent coule à flot, et vraiment. Donc voilà, il y a ce problème. Les personnages des sœurs, autant une est extrêmement, comment dire, est un personnage extrêmement plausible,
de cette époque de l'histoire, autant l'autre pas comme ça. Enfin voilà, j'ai eu un petit problème. Et puis il y a parfois des choses on aimerait, mais là c'était super, mais pourquoi tu t'arrêtes là? Non, faut aller plus loin. Faut il y a à quoi je pense en disant ça? Je sais plus. Voilà. Si dans le dernier, il y a une histoire, à un moment on se demande mais est-ce que une telle ne drogue pas telle personne, et tout d'un coup, pof, ça s'arrête. Mais pourquoi? Alors on voit, ce qui est bien, c'est que voilà, on voit aussi bien du côté des domestiques que du côté des personnes. Mais il manque un petit truc en plus. Voilà, il manque un petit truc en plus. Mais c'était voilà, c'était une bonne lecture. Mais je m'attendais, voilà, vraiment, je reviens à ce que j'ai dit au début, je m'attendais à plus d'histoire, moins de romance, et la romance un peu plus plausible, quoi. Mais non, voilà, ça fait trois romans d'un coup. Ensuite, je vais vous en parler de deux. Ils sont là. J'ai lu le 7e tome des Chroniques de Sainte-Marie. Et un peu plus tard, j'ai lu le 8e. Sainte-Marie, c'est un institut historique qui étudie l'histoire de façon extrêmement... très terre à terre. Tellement terre à terre qu'en fait, il retourne dans le temps pour voir comment se sont passés les événements. Bon, ça fait un moment déjà que je vous en parle, ça a été ma découverte de 2020, c'est vraiment le livre que j'adore. J'ai cru comprendre que celles qui avaient donné leur chance au livre en sont toutes revenues ravies. Donc je vous le dis, ça continue aussi bien. Le 7e tome vient d'être traduit en français. Je crois que le titre, c'est Petit arrangement avec l'histoire. Et pour le 8e, il faudra attendre. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est bien. Dans le livre, donc on suit Maxwell, qui est une historienne, qui arrive au début, dans le premier, elle arrive dans l'Institut Sainte-Marie. Sainte-Marie, ils sont un peu foufous, ils survivent grâce au thé. Ils sont pas Sainte-Marie pour rien. Et c'est assez génial. Mais en fait, ce que j'ai toujours trouvé jusqu'au 5e, ce qui me semblait le plus intéressant, c'était quand même les parties historiques. Quand elle remontait dans le temps et la lecture qu'en avait Jodi Taylor, qui ne glamourise absolument pas l'histoire, qui est très 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 terre à terre. Voilà, qui explique que non, les robes n'étaient pas tout le temps dans le sol, surtout au Moyen-Âge, parce que sinon elles étaient tout de suite dégueulasses, qu'elles étaient beaucoup plus courtes que l'image qu'on peut en avoir, que quelqu'un qui arriverait du futur ou du passé dans l'histoire aurait des soucis pour survivre, parce que c'était, certes, il n'y avait pas de carte d'identité ou de choses comme ça, mais il y avait un sens de la communauté qui fait que tout le monde se connaissait, qu'un étranger aurait été vraiment en bas de l'échelle sociale. Et voilà, et donc je trouve cette lecture extrêmement intéressante. Dans le 6e tome, on commence à approfondir les personnages contemporains. De toute façon, les pas contemporains, voilà, c'est un personnage célèbre, on le voit un peu, et puis hop, on passe à un autre, et voilà. Là, on va vraiment s'arrêter un peu plus sur le 6e, sur les personnages contemporains, et gratter un peu, et en savoir un peu plus sur eux. Dans le 7e, donc petit arrangement avec l'histoire, ils vont commencer à se poser la question sur les conséquences de l'archéologie. Il y a un petit côté un chouille fantastique. Alors on parle de science-fiction, enfin voilà, c'est quand même des livres qui parlent à la base, c'est des voyages en temps, et là il y a un petit côté fantastique tout d'un coup qui est pas mal du tout. Vraiment, j'ai bien aimé. Et là encore, on continue à approfondir les personnages
on commence vraiment à connaître de plus en plus les personnages actuels, les personnages qui ont lieu voilà, au moment où Max parle, et pas les personnages historiques. Et dans le 8e, oh mon dieu, en fait dans les 5 premiers, voilà, quand on était, je lisais assez rapidement les parties un peu contemporaines. Ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était la partie historique. Dans le 8e, mais on s'en fiche complètement de la partie historique, ils vont suivre Guillaume le Conquérant. Et on a juste envie de dire, mais je m'en fiche de Guillaume le Conquérant, parlez-moi plus de Max et de sa vie, parce que on peut pas lâcher là, non, non. Là il se passe un... Mais pourquoi vous voulez l'envoyer aller voir Guillaume le Conquérant? Là on s'en fiche, on peut savoir plus sur Max. Il y a vraiment un truc. Ouf. Ah ouais, non, pour vous dire, quand j'ai fini le 8e, j'ai pris le 9e, j'ai lu le premier chapitre pour me rassurer. Voilà. Il se finit, hein, il se finit, mais j'ai eu besoin un peu de faire ce que j'ai bien compris. Voilà. Donc bref, toujours aussi bien. Donc là j'ai le 9e et le 10e, le 11e sort en mars et le 12e sort en juillet et normalement c'est le dernier. Voilà. Et ça sera bien dommage. Mais toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien. On quitte la science-fiction mais pas l'imaginaire avec 2 BD. Elles sont lourdes. C'est l'intégrale, alors les 2 premiers volumes de l'intégrale de Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Bien ça. Hein. Oui, c'est bien. Alors, Calvin et Hobbes, c'est une bande dessinée qui a commencé à paraître en 85, fin 85. Et c'était une série qui paraissait dans les journaux. Donc avec chaque jour, vous aviez un petit strip qui pouvait raconter, alors je vais pas dire une histoire parce qu'en 4 cases, vous n'avez pas une histoire, mais voilà, qui racontait un petit quelque chose. Parfois, il y en avait plusieurs là, d'une journée à l'autre qui racontaient toute une histoire. Et le dimanche, vous aviez quelque chose de beaucoup plus grand, en couleur et avec plus de cases qui, voilà, c'est quelque chose un peu plus... Et Calvin, c'est un petit garçon qui doit avoir autour de 6 ans et qui a une vie intérieure extrêmement riche et qui a sa peluche, c'est un tigre. Et en fait, quand il est tout seul, son tigre devient un vrai tigre et je vais pas dire qu'il arrive plein de choses. C'était quoi, c'est Nemo. C'était une très vieille bande dessinée où petit garçon rêvait, enfin voilà, il vivait dans les rêves. Là c'est pas ça, c'est très terre à terre, mais voilà, il va aller jouer avec sa peluche. On voit qu'il a du mal à s'intégrer avec les autres enfants. Il est fils unique. On peut comprendre ses parents de ne pas avoir eu envie d'un autre enfant après lui parce que ils sont bien occupés. Ils sont vraiment bien occupés, rien qu'avec lui. Et donc voilà, sa peluche, c'est pas sa peluche, c'est Hobbes. Pour lui, c'est vraiment une personne à part entière. Et ils font à la fois bêtise sur bêtise, mais aussi des réflexions assez profondes, assez... Enfin voilà, moi c'est assez génial. J'adore. En fait, j'adore. L'avantage de cette book-là, c'est qu'on se dit « Ah purée, qu'est-ce qu'ils sont bien élevés mes enfants ?» Enfin, non, pas bien élevés. Qu'est-ce qu'ils sont sages et calmes. Même quand ils démontent la maison, ça pourrait être pire. Ça pourrait être comme ça tous les jours. Parce qu'on sent qu'avec Calvin, c'est tous les jours comme ça. Voilà, c'est... Alors moi, quand je les avais connus, il y a longtemps, ils étaient sortis en grande format bande dessinée, donc assez fin. Ils les ont sortis après en plus petit. J'ai quelques tomes comme ça. Et donc là, j'avais envie d'avoir l'intégrale. Voilà, de les avoir tous. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont rangés
déjà, ils sont rangés par ordre de parution. Ceux qui ont, enfin je sais pas d'ailleurs sur les autres, sur les trucs, s'ils sont vraiment rangés par ordre de parution. Et sinon surtout ce qui est sympa, c'est que on sait quand est-ce qu'ils sont sortis. C'est-à-dire que par exemple, celui-là c'était le 1er décembre 85. Voilà. Alors voilà, autour de Noël, on parle de Noël, on parle de la rentrée, on parle de l'été, on voit que voilà, il y a quand même un lien. Mais ouais, c'est empruntez-les à la bibliothèque. Alors vous les aurez peut-être pas en intégral comme ça, mais ils sont vraiment. Enfin moi, si vous connaissez pas, je trouve ça très mignon, à la fois très très poétique, très. Mais qu'est-ce qu'il est encore allé inventer ça? Voilà, souvent c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il est encore allé inventer? Pauvres parents. Pauvres parents. Une autre BD dont je vous ai parlé, désolée du pouf, dont je vous ai pas mal parlé sur un de mes vlogs, Displacement de Kiko Hughes, qui est traduit par Les Indésirables en français. C'est une bande dessinée qui parle des camps d'incarcération des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les arrière-grands-parents de la narratrice étaient des Japonais qui ont émigré aux États-Unis, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui, avec leurs filles, ont été justement incarcérés puisqu'ils habitaient sur la côte ouest, après Pearl Harbor. Après, tous les Japonais, on les a mis descendants des Japonais, on les a mis dans des camps parce que, comme ils étaient Japonais, ils ne pouvaient être que des espions à la solde de leur pays. Et le livre s'ouvre avec la narratrice et sa mère qui sont en visite à San Francisco sur les traces de leur mère et grand-mère parce qu'en fait elles ne savent pas trop ce qui s'est passé. La grand-mère est morte alors que sa fille n'avait que 19 ans. Donc il n'y a pas vraiment eu de transmission. Et donc voilà, la mère et la fille sont à San Francisco. Et tout d'un coup, il y a un brouillard et la narratrice se retrouve 60 ans en arrière, plus de 60 ans en arrière, à un moment où elle va voir sa grand-mère jouer du violon alors qu'elle est jeune. Mais voilà, il y a un petit moment, et puis elle revient dans le temps présent. Puis un peu plus tard, ça va recommencer, une fois, pas longtemps, puis elle revient. Et ça va se refaire encore une fois, et là elle va rester quasiment 2 ans. Avec jamais très loin de sa grand-mère, mais sans avoir de lien avec elle, donc dans un camp d'incarcération, et où elle va vivre la vie de sa grand-mère, voir ce que c'était. Et voilà, et à la fin, elle va en parler tout d'un coup, elle va en parler à sa mère quand elle revient la dernière fois. Alors, dans la vraie vie, ça dure quelques secondes, mais voilà. Et mais moi aussi, ça m'est arrivé. Et en fait, c'est tout un problème sur la transmission. La mère de l'intrigue explique que sa mère et ses grands-parents n'en parlaient pas. Il y avait eu un vrai traumatisme qui n'a pas été exprimé. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu... oui, qui n'est pas passé. Il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de transmission de ces années qui ont pourtant été extrêmement dures, qui ont été dures. Alors, à un moment, ils parlent aussi sur la fin, un petit mot. Ils disent, voilà, on parle de camp d'incarcération, les Américains parlent de camp d'internement, qui fait un peu, oui, c'est petit, quoi, ça va, on vous a mis dans un coin, et puis voilà. Certains utilisent les camps de concentration américains, mais voilà, c'est un peu fort. Beaucoup préfèrent utiliser, enfin, en tout cas, la narratrice utilise, l'auteur utilise le terme camp d'incarcération. Et en fait, c'est la grand-mère de l'auteur.
Vous imaginez bien qu'elle n'est pas allée remonter dans le temps, mais ce qui se passe sur sa grand-mère, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et à côté de ça, dans la partie un peu contemporaine, ça se passe en 2017, au moment où Trump venait juste d'être élu président, où il avait, comment ça s'appelle, séparé les familles à la frontière mexicaine des immigrants illégaux, où il avait lancé son Muslim ban. Et voilà, ça met un peu en valeur l'histoire qui se répète. Je l'ai trouvé vraiment bien, et en fait, une des raisons pour lesquelles je l'ai pris, c'est aussi parce que j'avais acheté et lu They Called Us Enemy. Celui-là, je vous en parle, c'est la 3e fois que je vais vous en parler si vous me suivez mes vlogs. C'est la dernière fois, et c'était pour vous dire, on m'a prévenu, il a été traduit en français. Nous étions les ennemis. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet-là, je vous conseille vraiment ces 2 livres. Donc, Nous étions les ennemis de George Takei et Les Indésirables de Kiku Hughes. Ces camps d'incarcération, j'en ai entendu parler assez récemment. J'en avais entendu parler grâce au livre, et certaines n'avaient jamais vu la mer, de je ne sais absolument plus qui est un livre un peu, l'écriture un peu particulière, mais qui en fait va parler des femmes japonaises qui venaient aux États-Unis pour épouser souvent des hommes qu'elles n'avaient jamais vus. Et tout le problème, donc on les suit bien avant. Et donc à un moment normal, on va parler de leur passage dans les camps d'incarcération. Et c'est la première fois où j'en ai entendu parler. Et donc je trouve que ces 2 livres-là aident vraiment à comprendre un peu mieux, enfin aident mieux à comprendre ce que les Japonais ont pu vivre à ce moment-là. J'aime beaucoup quand on a sous format BD des... comment dire, presque une analyse de l'histoire, et surtout quand c'est pas facile. Et ça me fait penser à la BD Maus d'Art Spiegelman, où l'auteur raconte les événements de la Deuxième Guerre mondiale par ses parents. Non. Art Spiegelman va raconter ce qu'ont vécu ses parents qui étaient juifs polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce livre est génial. Il est dur, mais les images permettent de prendre une certaine distance sans vraiment la voir, puisque Art Spiegelman va représenter tous les juifs par des petites souris. Alors entre autres, hein, les Allemands par des chats, et déjà rien que ça, on voit. Ouais, on voit un peu ce qui s'est passé. C'est franchement intéressant. Moi, après, voilà, c'est des BD qui sont pas non plus à mettre dans toutes les mains. Quand j'avais parlé de la... comment ça s'appelle, des BD, j'avais donné quelques cours de français au directeur de Stéphane, il y a longtemps maintenant. Et en fait, à un moment, j'avais dit, mais il y a les BD, bande dessinée, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants, il y en a que je ne ferai pas lire à mes enfants. Il y en a, en tout cas, pour l'instant, ils sont trop petits. Et je pense que Maus, par exemple, est dans ce livre-là. Voilà pour Displacement. Et une dernière fois, promis, je vous en parle plus, École de cinéma. Juste après, j'ai fini le livre que je crois j'ai préféré ce mois-ci, Queenie de Candice Cartier-Williams. Il est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant en français. Et ce livre, enfin voilà, c'est le livre que j'ai préféré. Bon, je mets de côté les Sainte-Marie. Hein. Sainte-Marie, c'est, quand je loue, je sais qu'il va me plaire. Queenie est une jeune anglaise d'origine jamaïcaine, dans le Londres d'aujourd'hui. Elle est journaliste. Et sa vie n'est pas des plus simples. On commence avec son copain qui lui dit on va faire un break. Ça va pas, on va faire un break.
Elle est journaliste, mais on sent qu'elle a été surtout embauchée parce que elle est noire et donc ça fait bien au niveau diversité. Mais en fait, on la laisse pas vraiment écrire sur les sujets autour du racisme. Ses copines essayent de l'aider, mais ont du mal. Sa famille jamaïcaine qui vit à Londres depuis, elle c'est la 3e génération. On voit que c'est la 3e génération qui vit à Londres. Mais voilà, là aussi ils sont un peu dépassés. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué pour Queenie. Il y a vraiment une première partie qui doit, qui fait bien les 2/3 où on la voit descendre. Elle n'a pas beaucoup de choix et elle fait des mauvais choix. Mais au final, en fait, on se demande est-ce qu'elle peut faire des bons choix parce que, par exemple, donc son copain lui dit on va faire une pause. Et il y a plein de petits flashbacks où voilà la dernière fois pourquoi ils font une pause entre autres c'est parce que quand ils étaient dans sa famille à lui, le tonton a fait une remarque raciste, elle n'a pas voulu laisser passer et ça passe pas et on va faire une pause. Ouais, plutôt que de plutôt que de dire au tonton c'est limite ce que tu as dit là, quelque part c'est elle qui prend. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, ils font une pause, il y a des flashbacks pour expliquer pour la vie qui, pourtant, voilà, elle avait l'impression que ça se passait bien malgré ses problèmes. Elle décide d'aller, de faire des rencontres, mais elle se retrouve face à des mecs qui la fétichisent, qui voilà, ne veulent pas aller plus loin, quoi. C'est vraiment ça. Et ça m'a vraiment fait penser, il y a 2 ans, quand on a commencé à parler du racisme dans le monde du tricot, j'ai découvert pas mal de termes, et entre autres celui de microagression, et je pense que ce livre-là montre vraiment ce que c'est. Et donc voilà, pendant les 2/3 du livre, on fait ça va être dur, là, voilà. Et dans le dernier tiers, elle remonte un peu la pente, mais en se rendant compte que ouais, elle en veut à la terre entière, mais on peut totalement comprendre qu'elle en veuille, quoi. C'est à sa place aussi, on en voudrait à la terre entière. Mais voilà, elle va pas s'arrêter non plus là-dessus. Il n'y a pas d'auto-apitoiement. Voilà, c'est surtout ça, il n'y a pas d'auto-apitoiement. Le rythme est très... ça va vraiment... Ça va assez rapidement, puisque, bon, déjà, il y a... Quand ça se passe un moment, il y a des flashbacks. On va avoir des... Comment ça s'appelle? Des extraits de ses SMS, que ça soit avec son copain ou avec dans le groupe, genre groupe WhatsApp avec ses copines. On voit aussi des... comment ça s'appelle? Ah, il faudrait que je le retrouve. Parfois, on voit des emails qui apparaissent, donc on voit le texte de l'email. Donc tout ça fait que c'est très rythmé et c'est franchement sympa. Enfin voilà, moi c'est vraiment le livre que qui m'a le plus plu en février. Si j'avais pas fait cette partie-là, c'est ce livre-là dont celui-là et des Displacements dont je vous aurais parlé lors de mon podcast assis. Ensuite, lu sur la liseuse Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Alors Marie-Aude Muraille, c'est un auteur jeunesse que j'aime beaucoup. Je me rappelle quand j'étais adolescente avoir lu sa série Le Babysitter, qui m'avait beaucoup plu. Sauveur et Fils, alors moi j'en ai eu 4, apparemment il y en a 6, il y en a un 7e qui va sortir. Et c'est Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue. Et on va le suivre, lui, ses patients, son fils, il est veuf et voilà, il a son fils, les amis de son fils. Alors Sauveur vient des Caraïbes. Non, pas des Caraïbes, je sais plus de quel. Martinique, Guadeloupe ou Réunion, je ne sais plus du tout. D'où il vient, il est très noir. Son fils est métis. Donc on va parler de racisme. Encore, enfin j'ai encore par rapport à Queenie. Mais voilà, à la sauce Marie-Aude Muraille, donc on en parle, on explique un peu, on va pas non plus s'apesantir. On va voir donc les patients
de Sauveur avec, entre autres, ça va nous permettre de parler de la phobie sociale, pas la phobie sociale, de la phobie scolaire, des scarifications, des tentatives de suicide, de la schizophrénie, de plein de choses, de plein de choses, mais aussi de la vie qui continue tous les jours, des problèmes, parfois des parents qui débordent sur les enfants. Voilà, il y a plein de choses. C'est très vivant, ça se lit très vite, c'est quand même du roman jeunesse, donc voilà, ça se lit très vite. Moi j'ai beaucoup apprécié, là de voir qu'il y en a d'autres. Ah, j'ai presque envie de lire les suivants. Sauf que là, ils sont un peu plus chers quand même en livre en Kindle. Et à mon avis, pour des enfants 10-12 ans, c'est pas mal. Après, là, je pense que je pourrais encore les faire lire à Marc, mais c'est pas trop le genre de livre qu'il lirait. Tu veux venir ici, chat? C'est pas le genre de livre qu'il lirait, et Lise maintenant est un peu trop grand. Je pense que ça l'intéresserait pas. Peut-être tester, mais Lise lit très peu sur liseuse. Donc voilà, mes 10-12 ans, c'est à peu près l'âge du fils de Sauveur, Lazare. Et il y a des très jolies pages sur l'amitié, sur la reconstruction. Enfin voilà, vraiment un livre très sympa. Enfin, un livre. Des livres vraiment très sympas. J'ai lu ensuite Un lieu à soi de Virginia Woolf, qui est alors parfois traduit aussi par Une chambre à soi. Alors je l'ai lu dans le cadre du challenge L'Empoche classique de Sarah Mrs. Book Irlande. J'avais déjà lu en janvier Anna Karenine, donc en fait l'idée c'est chaque mois on lit un classique qu'elle a choisi, français ou anglais ou américain, voilà, ou même russe, Anna Karenine c'est russe. D'ailleurs il y a assez peu de classiques français de mémoire. Et ça peut être aussi bien des livres 19e. Là, le prochain, c'est un livre des Sœurs Brontë. Ou du 20e. Je pense par exemple à Un lieu à soi, mais même plus près, il y a de l'Aragon. Il y a un livre d'Aragon. Donc voilà, enfin bref, il y a un peu de tout. Donc là, c'était Un lieu à soi. Alors, Un lieu à soi, ce n'est pas un roman. C'est un essai, c'est même plus qu'un essai, enfin c'est même pas un essai, c'est la transcription de... Ah, je perds chaque fois le mot, de conférence qu'a pu faire Virginia Woolf sur le thème Les femmes et la littérature. Et donc, en fait, le truc de Virginia Woolf, c'est de dire que les femmes n'ont pas énormément écrit dans l'histoire parce qu'elles n'avaient ni de place à elles où elles pouvaient écrire sans être dérangées, ni la tranquillité d'esprit qu'amène de l'argent, enfin voilà. De savoir qu'on a tous les jours un peu d'argent pour vivre sans savoir dire oulala, je dépends de mon père, de mon mari, de ceci, de cela. Ça simplifie la création. Alors, c'est une écriture assez particulière. Le premier chapitre, honnêtement, ce livre-là, je voulais le lire. Je m'étais dit, ça serait bien que je lise, Quand j'ai eu le premier chapitre, je crois que s'il n'y avait pas eu ce challenge, je l'aurais arrêté. J'aurais lu le premier, je suis c'est bon. J'ai eu l'impression, pendant Céleste, non. Ce premier chapitre, d'entendre mes enfants me raconter une histoire avec plein de déviations. Voilà. Ah, ça va pas aujourd'hui, c'est bien passé. Oui, alors tu comprends. Et il me raconte depuis la matinée, il me raconte tous les petits détails qui n'ont pas vraiment rien à faire avec l'histoire. Et pour arriver à la fin, ça s'est passé quasiment juste avant qu'ils arrivent, et on aurait pu directement passer à ce moment-là. Bon, bah là c'est la même chose. Le premier chapitre c'est ça. On avait juste envie de dire, mais crache ta Valda, va où tu veux, quoi. Un chapitre pour dire... Je vais pas dire ne rien dire parce que après on comprend que tout ce dont elle parle va aller sur il faut de l'argent pour étudier, pour écrire. Et les femmes n'ont pas d'argent. Et les hommes peuvent... Alors elle parle des... Comment ça s'appelle ?
des grandes universités anglaises, Oxford et Cambridge. Et voilà, c'est plus simple pour les hommes de travailler parce qu'ils ont le ventre bien rempli de mets succulents, parce que eh ben, des hommes ont donné et redonné au collège, alors que les femmes, ben là, nous, on a un petit collège, en effet, on a une maison où les femmes peuvent vivre, où les étudiantes peuvent vivre, mais ben, comme ça vient de nos mères qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, et ben, on mange beaucoup moins bien. Et ben, voilà, on travaille un peu moins bien à cause de ça. Grosso modo. Déjà, on est moins nombreuses. Voilà, à la grosse. Et j'ai trouvé le livre intéressant. Alors après, voilà, donc ça c'est le premier chapitre. Et après on fait, j'espère que ça va être plus simple. Oui, après c'est beaucoup plus simple. Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est déjà, ben, c'est plutôt les hommes qui écrivent sur les femmes que les femmes qui écrivent d'elles-mêmes. Après, elle a un gros postulat qui, moi, qui me gêne beaucoup aux entournures, c'est... alors déjà, elle dit que... voilà, pour moi, c'est clairement, elle dit clairement que le but ultime de la littérature, c'est écrire de la poésie. Je suis pas spécialement d'accord avec elle, mais bon. Et en fait, j'ai toujours l'impression qu'elle compare ce que les femmes écrivent à ce que les hommes écrivent, et en partant sur l'idée que ce que les hommes écrivent, c'est mieux. J'explique. Elle parle d'une jeune fille, elle dit oui, c'est bien, c'est mignon, mais il y a du truc, mais si elle avait pu voyager comme un homme, et ben, elle serait allée plus loin. Elle parle aussi beaucoup de ça par rapport aux sœurs Brontë, et je suis pas vraiment d'accord avec elle. Voilà. Je trouve qu'elle compare les hommes et les femmes sans se dire que ce qu'écrivent les femmes, oui, elles ne vont pas avoir des siècles et des siècles de littérature féminine derrière elles, mais c'est pas pour ça que c'est moins bien que les hommes. Et parfois on voit que parfois il y a des siècles et des siècles de littérature masculine, et c'est pas pour ça que c'est bien. Voilà. Ça c'est le truc où je suis pas du tout d'accord avec elle. Après, elle ne va parler en fait que des auteurs anglophones, anglais même. À un moment, elle parle de Balzac, et vraiment ça passe, mais sinon c'est que des auteurs anglais, et je trouve ça un peu bizarre, surtout au niveau des autrices, parce que par exemple quand elle dit, voilà, la littérature, la poésie, on n'a pas de poétesse. Louise Labbé en France, 16e siècle. Voilà, si pour elle la poésie c'est tellement si important, ben on en a eu. Enfin, c'est pas que c'est... J'ai un peu l'impression qu'elle choisit les autrices dont elle parle pour aller dans son sens. Même sans aller jusqu'à Louise Labbé, on peut parler d'Emily Dickinson, qui a écrit beaucoup de poètes et de poèmes, pardon, et qui était américaine au XIXe siècle. Ouais. Et voilà, on a vraiment l'impression que pour elle, que voilà, ça sera super quand les femmes écriront de la poésie. Ouais, mais elles en ont déjà écrit. Voilà. Et par contre, je trouve que c'est un très beau plaidoyer pour le revenu universel. Quelque part, ouais, pour pouvoir créer en toute... avec une certaine paix d'esprit, il faut avoir de l'argent qui ne dépend pas de ce qu'on produit. Voilà. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, ouais, et puis il y a des choses, ça a été écrit il y a 100 ans, mais il y a des choses qui sont tellement d'actualité. Bref. Voilà. Et donc, c'est un lieu à soi et de l'argent à soi, dont on ne dépend pas seulement des hommes. Voilà, le mois prochain, c'est un livre d'Anne Brontë. Ensuite, j'ai fini, parce que celui-là, il m'a duré longtemps. Je l'avais commencé, en 2020. J'ai dit en 2019, non, en 2020. C'est un essai, Wintering. Alors, j'ai acheté totalement par hasard. Parce que je faisais passer une commande par Noble, et il popait un peu. Je me dis tiens, le pouvoir de se reposer
et de faire une retraite pendant des temps difficiles. Ouais, 2020, ouais, c'est pas mal. Et je l'ai trouvé intéressant. Alors, je ne vais pas qualifier ça de livre de développement personnel. Je vous explique. Pour moi, un livre de développement personnel, c'est... voilà, pour que ça aille mieux, il faut essayer ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi, les livres de développement personnel. Là, ce livre-là, c'est plutôt... voilà, j'étais pas bien. Et voilà ce qui fait que, petit à petit, je suis allée mieux. La compréhension de savoir que, par exemple, la nature est cyclique et la nature a besoin de l'hiver pour préparer le printemps. Qu'on n'aurait pas de printemps sans hiver. Et que la vie humaine, c'est la même chose. On a besoin de certains moments où on se repose pour pouvoir aller mieux. Et dans ces moments-là, c'est pas juste ne rien faire, il y a aussi des choses à faire pour préparer le printemps. Et en fait, il y a... comment dire, un des trucs aussi qui m'a fait l'acheter, c'est qu'il y avait une critique, une très bonne critique puisqu'ils l'ont gardée, d'Elisabeth Gilbert. C'est l'auteur de Manche Priem, mais aussi du petit livre Comme par magie, qui parle de la créativité. Et pour moi, ce livre-là, c'est un peu la même chose. C'est voilà ce que je fais pour vivre ma créativité. Parce que moi, voilà ce que j'ai fait. Et j'espère que mes conseils vous aideront. Et en fait, ces deux livres-là, je les vois un peu plus comme des conversations avec des copines qui ont dit voilà, moi, ah oui, toi aussi, t'avais mal ça, moi, j'ai fait ça, peut-être que ça t'aidera. On suit ou on ne suit pas, on fait comme on veut. Il y a des passages qui m'ont bien plu, j'ai pas mal, il y a des moments, j'ai pas mal surligné. Alors, dans ce cas-là, je surligne et puis je corne en bas ou en haut, d'ailleurs, ça va dépendre, ça dépend totalement de si je veux corner en bas ou en haut. Et pour retrouver, voilà, c'est pas la lecture du siècle, quoi. Ça va pas, il est absolument pas traduit en français, je sais même pas s'il sera un jour traduit, mais si vous lisez bien en anglais, la langue n'est pas difficile, mais voilà, c'est pas un roman. Donc, mais si le sujet vous intéresse et que vous lisez bien l'anglais, c'est pas mal. Je suis contente de l'avoir lu. Voilà. C'est un peu égocentrique, parce que vraiment elle parle d'elle, ou à la rigueur de ses amis, puis de ce qu'elle peut faire, mais j'ai trouvé quand même que c'était intéressant et que voilà, c'est aussi se dire il faut qu'on ralentisse parfois. Il n'y a pas que. La vie parfois nous demande de ralentir et il faut qu'on accepte de ralentir. Et ça fait un peu lien avec le dernier livre que j'ai lu en février. Je la vois totalement éraillée, c'est une horreur. Puisque, donc ça fait un peu lien avec le dernier livre que j'ai lu en février. Il s'agit des Lendemains de Melissa d'Acosta, donc que j'ai lu parce que Magdalena, Triple L de Mag, en avait beaucoup parlé. Enfin, on avait parlé qu'il avait l'air pas mal. Et en effet, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et je l'ai lu en une demi-journée. Alors, on va pas se mentir, hein, j'ai toujours eu un mouchoir à côté de moi. On suit Amande, qui a subi 2 drames coup sur coup, et qui va louer une petite maison perdue en Auvergne pour faire son deuil. Et en fait, ce livre, c'est ça, c'est faire son deuil à son propre rythme. Pas au rythme de la société, pas au rythme des autres, à son rythme à soi. Se donner le temps d'eux, et c'est pour ça qu'il y a un peu comment dire, le lien avec Wintering. Il y a ça, c'est se donner le temps et pas quand on a la possibilité de ne pas seulement rester dans la société. On sait très rapidement dans les 2-3 premiers chapitres ce qui s'est passé, ce que sont ces drames. Je vais pas vous le lire parce que je trouve que ça fait, voilà, il y a quand même un début, mais qu'est-ce qui s'est passé, et donc voilà, on le sait dès le début. Et en fait après, pourquoi j'ai eu besoin de mon mouchoir tout le temps, c'est que quelque part dans sa reconstruction, dans son deuil, elle a besoin, elle va reparler, il va y avoir des petits trucs, des petites touches de ce qui s'est passé avant les drames. Et là, moi, je suis une madeleine. Bon alors voilà, j'ai eu un coup de fil publicitaire, un spam sur le portable.
et je sais plus du tout de quoi je parlais juste avant. Donc ça peut être faire une fin un peu abrupte par ce que je disais juste avant, mais j'ai encore 2 choses à dire sur ce livre. Oui, donc c'est un livre extrêmement lent, enfin voilà, il y a pas, vous attendez pas des courses-poursuites, rien du tout, on va vraiment être dans la reconstruction d'une personne, et donc quelque chose d'assez lent, mais enfin moi je l'ai vraiment bien aimé. Il m'a fait un peu penser, il y a un sujet voilà, sur le faire son deuil, le récital des anges de Tracy Chevalier. Le récital des anges, ça se passe en 1901. Je suis allée voir tout à l'heure sur Wikipédia pour être sûre que ce soit bien celui-là. C'est pour ça que je m'en souviens aussi bien. La reine Victoria vient de mourir. Et on va suivre 2 familles de la haute bourgeoisie, en tout cas de la bourgeoisie, qui vont se rencontrer au cimetière. Ils vont sur la tombe de leur mort. Et voilà, les 2 petites filles sont à peu près du même âge, deviennent amies. Et on suit ces 2 familles. Et on les suit, alors il va y avoir tout le... comment ça s'appelle tout le mouvement des suffragettes, mais aussi l'importance de la culture des morts et du deuil à cette époque. Avec des temps de deuil imposé selon que vous aviez perdu un mari, ou une femme, ou un enfant, ou un père, ou un grand-père, voilà, il y avait le grand deuil, il y avait le petit deuil, il y avait... Et bon, voilà, bref, il y a plein de ça, et j'ai vraiment ce souvenir dans ce livre-là, Le récital des anges, où la narratrice, à un moment, sur la fin, perd sa mère, et se retrouve à devoir porter du noir tous les jours, et jusque-là... je comprends pas pourquoi il faut porter du noir quand on est en deuil, s'il n'y a aucun intérêt. Et le jour où elle perd sa mère, elle dit mais en fait oui, si je comprends, j'ai plus à m'occuper de comment m'habiller le matin, je prends la robe noire. Et ben là, le livre le lendemain, c'est un peu ça, c'est vivre son deuil, et se laisser le temps de vivre son deuil. Peut-être que, sûrement même au 19e siècle, 19e et début 20e, c'était trop codifié. Mais aujourd'hui, c'est aussi codifié je trouve dans un autre sens, c'est-à-dire que, allez, hop, c'est bon, c'est triste, mais c'est fini. Et on laisse peut-être pas assez le temps aux gens, en tout cas pour ça. Certains ont besoin de plus de temps, et Amande va vraiment prendre son temps pour faire son deuil. Et on va suivre aussi le reste de sa famille qui va vivre le deuil d'une façon différente, et voilà, et on voit que chacun est différent, et je trouve ça très intéressant. Il y a juste un truc qui m'embête dans ce livre. À un moment, voilà, pour une raison extrêmement, voilà, qui est très bien expliquée dedans, on comprend tout à fait pourquoi Amande fait des bijoux en fleurs. Voilà, elle fait, enfin des bijoux en fleurs, elle fait un petit collier, un petit bracelet avec des fleurs, elle s'amuse un peu, voilà, elle fait un bracelet en fleurs. Voilà, parce que quelques jours avant, elle avait vu une jeune fille faire la même chose, elle dit tiens, je vais faire ça, j'ai des fleurs en trop, je vais faire ça. Arrive une de ses amies qui fait oh c'est génial, c'est super, il faut que tu les vendes. Et là, tout de suite, ça se marche du feu de Dieu. La copine les prend, les présente à une copine à elle qui va se marier, qui lui commande une couronne, une ceci, une cela. Et puis après, elle envoie Amande dans une... comment ça s'appelle, dans une foire du mariage ou un truc dans ce genre-là, et elle vend, et puis ça marche super bien, et elle crée, elle n'est même pas auto-entrepreneur, hein, elle crée directement une société anonyme. Sérieux? Non. Non. Déjà, petit 1, c'est pas parce qu'on crée qu'on veut vendre. J'aimerais bien que dans les romans, on arrête de voir ça. J'ai pensé au premier livre de Véronique Grimaldi, le premier jour du reste de ma vie, je crois, quelque chose comme ça, où la narratrice tricote, se sépare de son mari, tricote et tricote pas mal. Elle se sépare de son mari, elle va faire une croisière. Et entre autres, pendant sa croisière, elle tricote, et voilà, quelqu'un fait ah, c'est génial ce que tu fais, tu devrais le vendre, et ça marche. Non.
Non. Donc déjà, petit 1, toutes les créatrices n'ont pas envie de vendre ce qu'elles font. Petit 2, ce n'est pas aussi simple que ça de vendre ce qu'on fait. Et là, je pense que j'ai pas mal de personnes qui tricotent, qui cousent et qui vont dire, oui, hein, vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas aussi facile. Entre toutes les personnes qui disent, ah ouais, non, mais tu devrais pas vendre ça aussi cher parce que, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Les mêmes personnes qui peuvent dire, ah, c'est super, faut que tu le vendes. Ah ouais, mais pas aussi cher, ça vaut pas tant que ça. Hein. Non, 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 stop. Je comprends tout à fait pourquoi, dans les deux livres dont je vous ai parlé, donc Les lendemains et puis Premier jour du reste de ma vie, ou de ta vie, je sais plus. Je comprends tout à fait pourquoi ça montre que, et ben voilà, elle avait en elle-même la possibilité d'avoir une nouvelle vie. Je comprends. Mais quand même, non. Non, absolument pas. Du tout, du tout. Arrêtez. Tout de suite. Ça se fait pas. Stop. Mais sinon, j'ai adoré les livres. Non, vraiment, j'ai adoré les livres. C'est juste là, pour le coup. Là, je pleurais pas. Je levais les yeux au ciel. Oh. Non. Non. Voilà. Mes livres de février. Les livres de mars, oui, ben j'ai un tas de livres. Là, j'ai. Enfin, un tas de livres. Oui, j'ai plein de livres. Là, j'en ai. Proposer un peu. C'est lourd. Mais je n'ai rien fait d'autre. Je vous les présente rapidement. Voilà, donc Conjure Woman, c'est celui que je suis en train de lire. Il est ici, le marque-page est là. J'en suis à un quart. Donc voilà, The Tenant of Whitefell Hall, c'est le Anne Brontë qu'on va dans le cadre de l'empoche classique. Puis après, j'ai quelques livres que j'aimerais bien lire, mais voilà. Je sais pas. Celui-là, le Anne Brontë, je l'ai aussi pris en version poche parce que Kindle fait tous les mois propose des livres à prix un peu plus mini et il proposait celui-là à 3 €. Je l'aurais bien pris carrément en version gratuite, mais il n'existait pas. Pourtant j'ai cherché. C'est un classique qui a sûrement été traduit au 19e siècle. C'est comme ça que j'ai lu Anna Karénine en français sur ma liseuse. Parce que c'est une version, on peut le trouver en version gratuite, puisque c'est tombé dans le... J'allais dire dans le droit commun, mais c'est pas ça. Mais vous me comprenez. Voilà. Mais donc voilà, je l'ai lu à 3 €, donc voilà, ça allait. J'ai un Liane Moriarty qui n'a pas été traduit en français, que je lirai bien. Il y a The Ballroom, qui m'a été conçu par maman, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il y a le 9e tome des Chroniques de Sainte-Marie, mais alors là, les Chroniques de Sainte-Marie, j'en suis un peu à me dire maintenant ou j'attends. Non, je pense qu'il faut que je lise ce que j'ai maintenant pour pouvoir les envoyer dans le container. Et pas les garder à lire en juin-juillet, quoi, ça serait ridicule. Et Witchlight, qui est traduit en français par Un bûcher sous la neige, de Susan Fletcher. Donc voilà, je suis à peu près sûre que je ne lirai pas tous ces livres-là en anglais. Il y aura sûrement d'autres Calvin et Hobbes. Mais voilà, un peu les livres que je pourrais vous présenter. Ça sera amusant. Tiens, je vous ai présenté 6 livres-là, lesquels je vais avoir lus. Ces deux-là sûrs, celui-là à peu près aussi. Les 3 autres, je sais pas. On verra. Voilà. Oui, voilà. voilà. On se retrouve donc dans un mois, fin mars, début avril. Je pense que il faudra plutôt que je suive en effet les derniers jours du mois. Pas début du mois, mais fin du mois. Bref. Pour les livres que j'aurai lus en mars. En attendant, pour tous les livres dont je vous ai parlé, en tout cas ceux que je vous ai présentés. Après, parfois, je vous parle de livres, je ne suis pas sûre que je penserai les mettre, mais vous avez tous les noms des livres et leurs auteurs dans la barre d'infos. Vous avez même, quand je vous parle d'un livre en anglais et qu'il a été traduit sous un autre nom,
Je vous mettrai le nom en français. Je vous mettrai aussi quand il a été traduit ou pas. Par exemple, Winter il n'a pas été traduit. Donc je vous le mettrai, que c'est seulement en anglais. Voilà, je vais arrêter, je la vois très éraillée. On se retrouve donc dans un mois et d'ici là, lisez bien.